Donc, je tiens sincèrement à remercier les membres du comité scientifique de m'avoir invité à participer à ces états généraux sur les études québécoises. Bien que je sois actif au CELAB depuis l'époque où j'étais doctorant en ethnologie à l'Université Laval, donc il y a déjà un bon moment, mais je me suis longtemps intéressé aux travaux du CRELC, et notamment à la série d'ouvrages de synthèse dans la vie littéraire au Québec. J'avais inscrit à l'époque, je travaillais au Musée de l'Amérique française et au Musée de la civilisation, une exposition sur la vie littéraire, c'était autour de 1995. Et puis, je dois aussi noter que j'ai souvent fait lire aux doctorants en muséologie et médiation en patrimoine, les premiers volumes sur la vie littéraire au Québec, pour comprendre comment les notions de patrimoine émergent très tôt au 19e siècle. Et à mon avis, littérature, culture et patrimoine ont des racines communes. C'est ce que je vais essayer de démontrer. Donc, c'est par le filtre du patrimoine et de la muséologie qui sont deux des composantes traditionnelles de la culture, que je propose de démontrer comment la muséologie a contribué à la littérature et à la culture à travers un exemple autour de l'œuvre de Régent Ducharme. Alors, les enjeux qui concernent le patrimoine reviennent régulièrement dans l'actualité, mais le patrimoine, il faut dire, déborde largement des enjeux, disons, associés au patrimoine bâti, comme c'est le cas depuis des semaines autour de l'affaire de la Maison Chevalier à Place-Royale, qui est notamment relayée par Le Devoir. Donc, il m'a semblé que l'œuvre de Ducharme offre une autre perspective, peut-être beaucoup plus large et plus éclairante pour réfléchir à la pluralité, en fait, de la notion de patrimoine. Quand on évoque Régent Ducharme, on pense d'abord à son œuvre littéraire, bien sûr, qui occupe une place majeure dans la culture québécoise. Toute sa vie, l'écrivain a fui la scène publique. Il a revendiqué le droit de vivre discrètement, loin des médias et de la vie publique. C'était son choix, et d'ailleurs, ses proches ont toujours respecté ses volontés jusqu'à la toute fin. Malgré, en fait, ce choix légitime de protéger sa vie privée, Ducharme a été, d'une certaine façon, rattrapé par ce qu'on pourrait qualifier le gouffre du patrimoine. C'est ce que je vais tenter de démontrer, c'est-à-dire que par le biais du patrimoine et des concepts de patrimonialisation et de muséalisation, la société québécoise s'est en quelque sorte réapproprié Ducharme, non pas simplement comme écrivain, mais aussi comme personne. J'ai eu la chance, il y a des occasions comme ça dans une carrière, dans une vie, une chance exceptionnelle d'être entré dans le réseau des amis de Ducharme par le biais de la muséologie. En fait, un jour, j'ai reçu un appel de Monique Jean, l'exécutrice littéraire et testamentaire de Ducharme, qui avait besoin de conseils pour, en fait, assurer la conservation de la bibliothèque personnelle de Ducharme. Et c'est une amie commune qui lui avait conseillé de me contacter. Je l'ai écouté et en fait, j'ai été touché par l'admiration que Monique Jean portait à l'artiste, mais surtout par l'intégrité qu'il habitait à protéger la volonté et la mémoire de Ducharme. Elle souhaitait que la bibliothèque et aussi son atelier soient conservés. Donc, on a passé en revue les diverses options pour entreprendre des démarches auprès d'institutions muséales. Je lui ai expliqué aussi comment les musées fonctionnaient pour des acquisitions de ce type. C'est plutôt rare et exceptionnel que ça puisse se concrétiser. Alors, de quoi s'agit-il? La première question à se poser devant la bibliothèque et l'atelier, c'est la suivante. Quelle est la valeur culturelle de ces ensembles? Comment justifier une telle acquisition? Monique Jean, à ce moment-là, m'a montré une série d'excellentes photographies réalisées par Monique Bertrand de cette bibliothèque et de l'atelier. Et il m'apparaissait assez clair qu'il y avait de la vie dans cette
amoncellement de livres, de disques, d'objets de toutes sortes. Et à première vue, en fait, on voit pas d'objets de collection au sens où les musées l'entendent, c'est-à-dire des objets exceptionnels. Il ne s'agit pas non plus d'une collection de livres. J'avais la même impression pour l'atelier du charme qui réalisait ces trous fous, mais pourtant, on retrouvait dans cette pièce une foule de détails qui témoignaient d'une mise en scène, des reproductions de photographies. On y voit des écrivains, d'ailleurs, Nelly Gann et d'autres, puis des vedettes, dont Marilyn Monroe. Et comme pour la bibliothèque, en fait, l'aménagement de l'espace porte une signature. Il y a une forme de mise en scène de l'espace de travail, de l'espace quotidien de la bibliothèque. En d'autres termes, ce sont pas les objets ou les livres pris individuellement qui comptent, mais l'espace complet de ces deux pièces. Le projet de proposer la bibliothèque et l'atelier à un musée posait un défi de taille. Quelle institution allait accepter vous allez comprendre pourquoi, une acquisition aussi complexe. Hein? Comment convaincre un comité d'acquisition? Pour un comité d'acquisition, il faut aucun doute que Ducharme est un des écrivains majeurs, qui fait partie depuis très longtemps d'ailleurs du patrimoine québécois. La reconnaissance de l'œuvre littéraire de Ducharme est d'autant plus significative qu'elle s'ancre, vous savez très bien, au milieu des années 60 et qu'elle est associée aussi au mythe de la Révolution tranquille. Et le mythe de la Révolution tranquille est largement alimenté, faut le comprendre, par les musées. Dans le cas précis de la littérature, la reconnaissance de la valeur culturelle et patrimoniale a émergé tout naturellement. C'est-à-dire que cette reconnaissance n'a pas été imposée. Elle est venue presque spontanément. Le cœur de l'œuvre de Ducharme, bien sûr, est constitué de ses romans, mais au-delà de l'œuvre littéraire, il y a autre chose qui concerne le patrimoine. On pense bien sûr à toutes ces pièces et aux adaptations de ces romans pour le théâtre. Je pense notamment au travail de Martin Fauché, Lorraine Pintal et de plusieurs autres qui réactualisent périodiquement son œuvre. C'est un patrimoine qui est à la fois, bien sûr, littéraire, mais performatif. Dans ce sens-là, il se rapproche des performances dans les musées. Les pièces de Ducharme s'inscrivent dans ce qui convient d'appeler les arts vivants. Hein. Il s'agit donc d'une forme de patrimoine culturel immatériel où l'œuvre est reprise au sens de l'UNESCO, hein, reprise, réinterprétée, de sorte qu'elle reste vivante. Ce type de patrimoine a malheureusement, quand je parle de ce type de patrimoine, c'est le patrimoine des arts vivants, du mal à être reconnu. Il existe bien un projet de musée du théâtre et des arts vivants apparu autour des années 90, mais malheureusement, ça ne s'est jamais concrétisé. Pourtant, il y aurait beaucoup à faire. De la même manière, on ne peut pas oublier que Ducharme a participé au cinéma québécois. Il a laissé des œuvres inscrites au patrimoine cinématographique. Je souligne au passage que il y a 6 ans, en 2015, Les Bons Débarras, son film a été restauré par Éléphant. Donc, il s'agit aussi de cet organisme. C'est un témoignage de la valeur aussi de l'œuvre et parce qu'on souhaite que cette œuvre traverse le temps. Et puis, la plume de Ducharme, elle a également trouvé sa voie dans la chanson pour rejoindre un public beaucoup plus large. Ducharme a écrit de nombreux textes de chansons pour plusieurs artistes, mais on retient surtout ces textes qui ont été mis en musique par Robert Charlebois, qui lui-même a proposé il y a peu de temps déjà un disque, un spectacle constitué essentiellement de textes de Ducharme qui a été diffusé aussi à Télé-Québec. En fait, il me semble que l'intérêt de ce volet particulier de l'œuvre de Ducharme, c'est qu'il s'inscrit dans la culture populaire. Par ailleurs, dans son testament, Ducharme a légué, on se rappelle, il n'y a pas si longtemps, d'une conférence de presse au TNM, il a légué ses droits d'auteur sur les chansons, entre autres au TNM, en
en reconnaissance, c'est-à-dire, bien sûr, pour remercier l'institution qui a permis la création de ces pièces. Et puis, depuis 2001, depuis 10 ans, les archives littéraires de Ducharme sont conservées à Bibliothèque et Archives Canada. Ça aussi, il s'agit d'une reconnaissance particulièrement significative de l'œuvre de Ducharme, parce que entrer dans les archives, c'est poser un geste clair. C'est la volonté de protéger la mémoire d'une personne. C'est un acte de patrimonialisation institutionnelle où l'État recueille les traces écrites. Et puis, il faut aussi songer à BANQ qui participe également à cette reconnaissance de l'œuvre de Ducharme. On y conserve ses livres, bien sûr, mais BANQ numérique, le volet numérique, entre autres, propose des rencontres, des conférences autour de son œuvre de manière assez périodique. Bref, BANQ participe aussi à la médiation de l'œuvre. Enfin, on ne peut pas oublier que la reconnaissance patrimoniale de Ducharme s'est incarnée aussi dans un geste particulièrement important posé par le gouvernement du Québec, un an d'ailleurs avant son décès, c'est-à-dire que au mois d'août 2016, le ministre de la Culture, Luc Fortin à l'époque, annonçait que La Vallée des Avalées, publié 50 ans plus tôt, le 11 septembre 66, sera inscrit comme événement historique en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Et donc, sans qu'il l'ait choisi, Ducharme entre du même coup au panthéon du patrimoine québécois dans ce grand répertoire. Et puis, revenons maintenant à la reconnaissance muséologique, à sa bibliothèque et à son atelier. D'abord, à la bibliothèque. Si certaines institutions muséales, il y en a eu quelques-unes qui se sont montrées intéressées d'acquérir la bibliothèque, ils ont tous manifesté le même réflexe, ce que j'appelle le réflexe des collectionneurs, c'est-à-dire que ces institutions voulaient choisir certains éléments significatifs sans envisager d'acquérir l'ensemble. Les musées recherchent généralement l'exceptionnel, le chef-d'œuvre, la relique parfaite. Mais là, on est, me semble-t-il, devant quelque chose qui est différent. En fait, il me semblait insensé qu'on ne saisisse pas l'occasion d'acquérir intégralement ces deux espaces qui témoignent de la vie et de l'œuvre de Ducharme. Qu'est-ce qu'un objet de collection ici? Eh bien, vous verrez, c'est autre chose. Mais encore fallait-il trouver un argument auquel les musées seraient sensibles. Eh bien, cet argument, je l'ai trouvé quand je me suis retrouvé dans sa bibliothèque. C'était une expérience immersive particulièrement émouvante. En fait, l'idée m'est venue en réfléchissant au Musée des Arts et Traditions populaires à Paris, où Georges-Henri Rivière, dans les années 70, avait développé le concept spécifique qui lui permettait en fait d'acquérir intégralement des espaces qui témoignaient d'une activité ou d'un mode de vie et qu'il reproduisait, qu'il déplaçait au musée. Georges-Henri Rivière, en fait, il souhaitait constituer des collections d'objets d'une certaine France rurale qui disparaissait. C'est une grande préoccupation d'après-guerre. La société, pas juste française, mais l'Europe se transforme. On assiste à la fin du monde rural. Donc, il va adopter le principe des périodromes qu'on voit très souvent dans les musées américains, mais dans une perspective ethnologique, et il invente le concept d'unité écologique. En fait, il s'agit d'un lieu qui rassemble des objets singuliers qui témoignent d'une activité spécifique. Donc, on se trouve devant une sorte de théâtre d'objets, en ce sens que on conçoit cet ensemble comme un objet témoin. Et c'est le principe qui a été proposé, notamment au Musée de la Civilisation. Donc, cette approche, elle a permis de concevoir l'espace bibliothèque comme un tout, une construction de Ducharme,
où chaque élément mis en scène témoigne du travail de l'écrivain, les livres ouverts, annotés, la veste sur la chaise, les casquettes près de la porte, la table de travail. Bref, on est devant un espace vivant, comme l'est et le reste l'œuvre littéraire de Ducharme. Et je voulais profiter de l'occasion ici pour souligner vraiment le travail exemplaire de Monique Jeanne, Monique Bertrand et Jacinthe Martel, qui, avant que les livres ne partent au Musée de la Civilisation, ont réalisé l'inventaire de la bibliothèque, un inventaire détaillé, c'est un véritable catalogue raisonné, réalisé avec soin, où tous ces livres annotés, tout s'y trouve, et c'est une autre façon de voyager à travers l'œuvre de Ducharme, parce qu'on entre dans son univers. Et pour avoir travaillé dans les musées, je peux vous garantir que c'est un cadeau inespéré pour un musée. En même temps, il s'agissait d'une opération très délicate. C'est dans une entrevue accordée à Mario Cloutier, c'était en novembre 2020, Monique Jean témoignait de cette délicate opération et je la cite, « C'est extrêmement délicat. Ducharme n'avait pas laissé d'instruction à cet effet. On a même essayé de voir dans ses livres si on trouvait une réponse. On est arrivé à la conclusion qu'il reconnaissait sa dette envers son public. On lui a laissé la paix durant toute sa vie, sachant comment il était. Lui savait qu'une œuvre ne se bâtit pas toute seule, mais avec la littérature notamment, il a, tout au long de sa vie littéraire, de temps en temps, envoyé des saluts, en publiant une nouvelle photo, ou en faisant lire un texte par sa compagne Claire Richard, lorsqu'on lui rendait hommage. On s'est dit que l'inventaire et l'exposition seraient un signe de vie au-delà de son décès, puisqu'en guise de remerciement, il nous a dit qu'il n'a jamais rompu le lien et qu'il nous invite à sa table. On l'a envisagé comme ça. Il me semble important de souligner donc la contribution de ces trois femmes à la reconnaissance publique de Ducharme, tout en respectant l'esprit et la volonté de Ducharme. Donc, le Musée de la Civilisation a fini par acquérir ces deux espaces comme deux objets uniques, témoins de la vie de Ducharme comme écrivain et artiste. Et ces deux espaces, ils ont fait l'objet d'une numérisation 360 3D et chaque élément a été soigneusement recueilli en tenant compte de son emplacement dans l'espace. On a adopté une méthode qui s'apparente à l'archéologie et qui permet de reconstituer, mais vraiment à l'identique, la bibliothèque dans un espace muséal. Et cette acquisition, il faut bien le dire, elle est exceptionnelle et on peut remercier le musée d'avoir accepté de se lancer dans cette aventure. Il faut souligner aussi que dans l'échelle de la reconnaissance culturelle, les objets et en même temps les œuvres qui entrent dans un musée se situent en haut de la pyramide. C'est vrai dans tous les pays qui se sont dotés de musées parce que les objets, les œuvres qui entrent dans les musées n'en sortent pas. Normalement, deviennent inaliénables. Donc, au même titre que les chefs-d'œuvre ou les reliques, seuls quelques objets culturels finissent par se hisser au rang d'objets de musée. Comme le rappelle Christophe Pomian, les objets de musée ne sont finalement que des sémiophores. On pourrait d'ailleurs dire que les musées ne collectionnent pas des objets, mais des sémiophores qui témoignent d'autres choses. Jean Quénard, du musée d'ethnographie de Châtel, lui, aimait répéter que les objets de musée ne sont que des prétextes à raconter des histoires et qu'ils agissent comme une sorte de miroir. Dans le cas que je présente aujourd'hui, on retrouve, je pense, un processus et une légitimité de la patrimonialisation, de la valeur culturelle de Ducharme sous différents angles, mais par des acteurs sous différents types de patrimoine. Et pour arriver à ce niveau de reconnaissance, les objets de musée ont fait l'objet, on le voit, d'une patrimonialisation, c'est-à-dire d'une reconnaissance collective de leur valeur.
ce qui est le cas ici. Et puis, on reconnaît à la fois le caractère savant, hein, c'est une forme de reconnaissance de ce caractère savant et populaire dans l'œuvre de Ducharme. Et si Ducharme a tenté d'échapper à la lumière publique, il n'y a aucun doute que la société civile a finalement rattrapé et ramené Ducharme dans l'espace public par le biais du patrimoine. Donc, c'est dans cette perspective qu'une approche multidisciplinaire de l'Institut du patrimoine a envisagé de consacrer une série de rencontres thématiques sur le legs patrimonial de Ducharme en invitant des chercheurs de différentes disciplines à réfléchir, à penser la patrimonialisation de l'œuvre et de la vie d'un artiste. Je crois que la muséologie comme discipline peut apporter une contribution significative à la recherche en littérature, à la culture québécoise, parce que le patrimoine, tout comme le font les musées, se sont développés autour des notions de traces, de vestiges, d'ombres et de repères laissés par le passage de la culture, qu'elle soit savante ou populaire. Merci de votre attention.